à tous et toutes. Et puis, donc, effectivement, je vous avais déjà parlé de la transplantation cardiaque à amylose l'année dernière. Là, c'est un peu réactualisé, la suite, quoi, pour le rendez-vous annuel. Donc, juste un rappel très rapide des articles, enfin, de la revue de la littérature qu'on avait fait un petit peu l'année dernière, juste pour vous rappeler qu'effectivement, les données sur la transplantation cardiaque chez les patients amyloïdes sont rares. C'est des très petites séries. Par exemple, la série de Mayo Clinic, qui donc est une série publiée en 98 sur 8 patients, ou les séries plus récentes, multicentriques, américaine sur 10 patients, et puis la série française sur 8 patients par Aude Mignot et l'équipe de Poitiers, donc qui a été publiée en 2008. Et donc tous ces résultats montraient sur les petites séries qu'effectivement les patients avec amylose peuvent bénéficier de la transplantation, mais avec des résultats quand même à moyen et long terme pas aussi bons que les autres patients greffés, en particulier pour deux raisons. La première raison, c'est le risque de récidive de la maladie sur le cœur, et la deuxième raison, c'est la progression de la maladie, et donc les patients mourraient de l'histoire un petit peu naturelle de leur maladie amyloïde. Donc ça, c'est l'histoire. Après, on a des données un peu plus récentes et plus intéressantes, je dirais, en particulier ce papier qui a été publié, ce papier qui a été publié en 2014, donc tout récent. Donc l'équipe de Massachusetts qui ont repris de façon rétrospective leurs patients qui ont été transplantés, leurs patients amyloïdes qui ont été transplantés entre 2000 et 2011. Donc 31 patients ont été listés pour la greffe. Et puis, le point important, c'est le fait qu'il y a 11 patients qui meurent sur la liste d'attente. Donc, 35% des patients, 35% de mortalité sur la liste d'attente, c'est énorme pour nous, parce que sur les 10-15 dernières années, la mortalité sur la liste d'attente pour le cœur, c'est entre 10 et 15%. Donc, ça, c'est un message très fort. Quand on inscrit le patient, il faut aller vite, sinon il risque de mourir. Après, ils ont pu greffer 18 patients avec un traitement hématologique derrière, et on va voir un peu les caractéristiques de cette population et le résultat. Donc, les caractéristiques des patients en ce qui concerne leur degré d'atteinte cardiologique, leurs symptômes fonctionnels, en particulier stade NYHA, il n'y avait pas de différence significative. En termes de troponine et NT-proBNP, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Les patients qui ont pu bénéficier de la greffe et les patients qui sont décédés sur la liste avant la greffe. Le seul point qui ne sort pas là significativement entre les deux groupes, et vous allez voir que ça aura son importance, c'est que la durée d'attente sur la liste en attendant la greffe, dans le groupe greffé, c'est 53 jours, et dans le groupe des patients qui sont décédés, c'est 63 jours. Alors, en ce qui concerne les paramètres échographiques et hémodynamiques, là non plus, il n'y a pas de différence notable. Juste, les patients qui sont décédés sur la liste, ils avaient un peu plus de contre-pulsion intra-aortique, donc ce qui veut dire qu'effectivement, ils étaient peut-être sur une situation hémodynamique qui était un petit peu plus préoccupante, plus grave. Et puis, les patients qui ont pu être greffés, ils étaient un peu plus sous milrinone, qui est un drogue inotrope positif un peu vasodilatateur. D'ailleurs, parfois, c'est pas bien toléré chez les patients amyloïdes, parce que ça fait baisser la tension. Et puis, les patients qui étaient sous plusieurs drogues inotropes. En termes de pacemaker, défibrillateur, etc., il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Alors, les particularités hématologiques non plus, pas de différence énorme, sauf en ce qui concerne un peu le différentiel d'échelle légère, qui était un peu moins important dans le groupe des patients transplantés, qui ont pu être transplantés. Alors, en termes de résultats, donc, premier message très fort, ces patients-là meurent sur la liste d'attente. Donc, à partir du moment où ils sont listés, il faut qu'on essaie de tout faire pour les transplanter. Deuxième message fort, et qui change par rapport à ce qui a été publié jusque-là, c'est que la courbe de survie des patients donc, qui ont une cardiopathie amyloïde en jaune est à peu près superposable. Bon, on est en train de parler de 18 patients, donc c'est pas énorme, hein, on le prend avec des pincettes, ces résultats, mais c'est quand même à peu près la même que la courbe de survie des patients greffés pour autres cardiopathies. Et puis dans ce papier, ils avaient montré que le BMI bas est un facteur, je dirais, prédicteur de survie. Par contre, les patients qui étaient donc de gabarit plus faible, donc BMI plus faible, ils avaient
le BMI était corrélé avec le délai d'attente, parce qu'il était greffé plus rapidement. Donc c'est peut-être un facteur confondant. On ne peut pas, je pense, accorder beaucoup d'importance à ce résultat, à ce dernier résultat. Alors, donc ça, c'était un peu les résultats de la transplantation. Maintenant, l'évolution cardiologique de ces patients, les patients avec amylose AL, ce papier qui a été publié donc l'année dernière m'a paru hyper intéressant et qui nous apporte des messages très forts, en tout cas de mon point de vue. Donc c'est un papier un peu collaboratif européen qui rapporte le résultat concernant les patients, 346 patients atteints d'amylose AL et qui étaient en stade 3 de clinique Mayo en termes d'atteinte cardiaque, c'est-à-dire NT-proBNP supérieur à 332 et les troponines un peu élevées avec les taux que vous voyez là. C'est une, bien sûr, étude rétrospective, regardant les patients amyloïdes entre 2001 et 2010, donc quand même relativement récente. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques, donc les baseline caractéristiques et les caractéristiques des patients qui meurent à 3 mois, vous pouvez voir effectivement qu'il y a en particulier, en ce qui concerne le différentiel d'échelle légère, qui a une différence significative entre les deux groupes, la pression artérielle systolique, qui est donc différente entre les deux groupes, significativement, et puis le taux de NT-proBNP, qui est également différent entre les deux groupes. C'était des patients quand même graves, parce qu'il y avait 20% des patients qui avaient une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 30% sur les cardiopathies restrictives. Quand ils arrivent à ce stade de dysfonction systolique, c'est quand même très avancé. Et puis, l'épaisseur de septum interventriculaire était, la médiane de cette épaisseur était de 15 mm. Et puis en ce qui concerne l'atteinte mono-organe, cœur ou bi-organe ou autre, multi-organe, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Alors, réponse hématologique, vous êtes mieux placé que moi pour l'interpréter, mais grosso modo, avec les différentes associations thérapeutiques qu'ils avaient, les combinaisons qu'ils avaient fait, on avait quand même une réponse entre 30 et 40%, ce qui ne paraît pas être hyper important. Mais après, on peut discuter et puis j'aurai besoin de vos lumières. Alors, en termes de résultats, ce qui sort comme facteur de risque dans ce groupe de patients, qui est quand même un groupe significatif, les deux facteurs de risque cardiologiques sont le taux de NT-proBNP supérieur à 8500 et la pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure. Et puis, en termes de facteurs de risque hématologiques, c'est les non-répondeurs, non-réponse au traitement hématologique. Donc, comme vous pouvez le voir là, quand il n'y a pas de facteur de risque, donc quand il n'y a pas de facteur de risque, ni NT-proBNP supérieur à 8500, ni pression systolique inférieure à 10, les résultats sont, on a quand même un taux de survie aux alentours de 60% de survie à 1 an à peu près. Et puis par contre, quand il y a en présence d'un des deux facteurs de risque, eh bien, la courbe est complètement différente. On arrive aux alentours de 40% de survie, moins même de 40% de survie à 1 an. Et puis, avec une médiane de survie de l'ordre de 6 mois. Et puis, chez les patients qui ont les deux facteurs de risque, alors là, c'est catastrophique, médiane de survie de 3 mois. Alors, quand on regarde, on combine la réponse hématologique avec ces facteurs de risque cardiologiques, alors là aussi, les résultats sont très intéressants. Et comme vous pouvez le voir, donc, quand il y a une réponse complète, quand on a une réponse complète, la médiane de quand il y a une réponse complète sans facteur de risque cardiologique, ils ont quand même une survie qui est de l'ordre de à peu près 80% à 2 ans, donc c'est quand même pas mal. Et puis quand il y a une réponse partielle, la médiane de survie est de 69 mois. Et quand il y a par contre, les non-répondeurs ont toujours un mauvais résultat avec une médiane de survie de 7 mois. Et puis, quand en présence d'un des deux facteurs de risque, même quand il y a une réponse hématologique complète, la médiane de survie est de 59 mois. Quand il y a une réponse partielle, là, on rentre vraiment dans les résultats très intermédiaires, médiane de survie 23 mois, et quand il n'y a pas de réponse, 4 mois. Et puis, je ne vous dis même pas que quand il y a les deux facteurs de risque, que ce soit une réponse complète ou partielle hématologique, c'est quand même très, très moyen avec des résultats vraiment moyens en termes de survie. Donc, ça, c'est les résultats du papier. Les flèches rouges, c'est un peu
ma proposition et mon interprétation, c'est-à-dire quand on a une réponse dans ce cas de figure, avec les 2 facteurs de risque déjà décrits, quand il y a une réponse complète ou partielle, la transplantation peut vraiment se justifier. Donc, en tout cas, il faut vraiment que soit discuté, peut-être même retenu l'indication. Par contre, là où on est vraiment dans l'inconnu et on a besoin de discuter, probablement ça fera partie de la discussion, c'est chez les patients non répondeurs, que ce soit en présence d'un facteur de risque ou 2 facteurs de risque. Effectivement, les résultats spontanés, l'évolution spontanée est catastrophique. Par contre, est-ce que ça mérite ou ça justifie la transplantation? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Alors, juste pour après avoir réactualisé nos résultats à la Pitié, donc en 2013, par rapport à ce que je vous avais montré l'année dernière, il y a eu 3 patients de plus transplantés, 2 patients AL et 1 patient transthyrétine, avec une survie médiane aux alentours de 5 ans pour les 2 groupes. Et voilà, là, ce sont les données un peu détaillées avec le traitement que les patients ont eu. Donc, la patiente qui avait récidivé, la dame qui avait récidivé au bout d'1 an, elle est décédée, ça on en avait déjà discuté l'année dernière. Et dans les patients greffés récemment, il y a le patient de 28 ans qui nous refait à peu près à moins d'1 an de greffe une récidive de la maladie avec une atteinte rénale, qui est par ailleurs suivie à Saint-Louis et donc qui est sous traitement, par contre qui répond positivement au traitement et qui est pour l'instant qui se porte bien. Et ça, je passe. Donc, en conclusion, j'aurais tendance à dire que cardiopathie amyloïde arrivée au stade d'insuffisance cardiaque avancée et terminale, on est très limité avec le traitement médical. Les inotropes, c'est vraiment un point d'interrogation et qui n'ont pas vraiment d'indication. L'assistance circulatoire longue durée ne se justifie pas à cause des problèmes techniques qu'on avait discuté l'année dernière, c'est-à-dire petite cavité, donc les problèmes techniques en termes de hémolyse, en termes de problèmes de fonctionnement de la machine. L'ECMO, la circulation donc extracorporelle transitoire, peut être une solution d'attente, mais chez le patient pour qui il y a un projet thérapeutique avec la transplantation cardiaque. Par contre, la question essentielle reste de pouvoir définir le bon moment et pouvoir prioriser ces patients-là à partir du moment où l'indication est retenue. En termes de faisabilité et les résultats, de plus en plus, on se retrouve avec des résultats complètement acceptables. Je passe sur ces diapositives pour pouvoir, juste dans la minute qui me reste, vous poser le cas clinique d'un patient qui peut peut-être ouvrir la discussion qu'on a en commun avec l'équipe de Véronique Leblanc, Véronique Morel et Sylvain Choquet. Donc, monsieur C a 35 ans. Son amylose a été découverte en juin 2012 avec une double atteinte cœur et rein. En termes d'atteinte rénale, donc retentissement, il a un syndrome néphrotique majeur. Par contre, pas d'insuffisance rénale. Et sur le plan clinico-biologique, au moment du diagnostic, il avait des signes droits, des signes de surcharge. Il avait un septum qui était mesuré à 15 mm avec une fonction systolique VG conservée. Il y avait déjà de l'épanchement péricardique avec un taux de NT-proBNP à 1000 et l'échelle légère à 966 et un syndrome néphrotique. Le traitement donc, de première ligne a été appliqué avec une réponse partielle, considérée comme partielle. NT-proBNP a été donc baissé à 900, ce qui n'est pas très significatif. Par contre, absence de réponse sur le syndrome néphrotique. Et puis, on se retrouve au mois de juin 2014, le patient est aggravé sur le plan clinique et biologique depuis 6 mois, avec, en particulier sur le plan cardiologique, avec un taux de NT-proBNP à 19 000, donc ce qui est énorme. Il a des signes d'insuffisance cardiaque avec des épanchements pleuraux, épanchements péricardiques, etc. Ils sont sur un traitement en deuxième ligne associant Revlimid et Néodex à des doses tout à fait croissantes depuis 6 mois, et la réponse est considérée comme partielle. Donc, la question qu'on a actuellement chez ce patient tout jeune, 35 ans, est-ce qu'on lui retient l'indication d'une transplantation cardiaque seule? Est-ce qu'on fait une transplantation combinée cœur-rein? Qu'en est-il de réponse hématologique? En fait, ce qui nous gêne dans les discussions pour lui proposer que la transplantation cardiaque, c'est qu'il y a un syndrome néphrotique majeur, avec toutes les complications de syndrome néphrotique, en particulier la dénutrition et les thromboses, qui peuvent compliquer les suites post-greffe cardiaque. Donc, c'est ça qui nous freine. Et franchement, son pronostic vital est en jeu. Et il faut, donc, on voulait un petit peu ouvrir la discussion avec ça. Merci beaucoup.